Bonjour à tous et à toutes. On va commencer donc, comme prévu, cet échange, ce webinaire sur l'épuisement professionnel, le syndrome d'épuisement professionnel, que en fait on connaît plus sous le terme de burn-out. Donc, comme il est 9h30, on va pouvoir débuter. Je suis donc avec Anne Guillou qui va mener avec moi cette introduction au débat. L'idée pour nous est de parler une quinzaine de minutes chacun et d'après d'avoir avec vous un véritable échange, de répondre à vos questions si vous en avez bien entendu. Vous pourrez, le cas échéant, après retrouver ce webinaire sur le site de Wikibéo pour vous permettre peut-être de reprendre un peu les idées que nous aurons développées, peut-être les enrichir. Voilà, donc je vais donc me présenter dans un premier temps avant de laisser la parole à Anne pour qu'elle se présente. Ensuite, je vais terminer sur, faire dans un premier temps un diagnostic, voir la pathologie psychique. Ensuite, voir comment on peut la comprendre, la diagnostiquer, s'en préserver. Et ensuite, Anne nous parlera avec le cœur de son expérience qui l'a amené donc à une transformation de sa vie suite à cette épreuve qu'elle a subie. Et ainsi, nous pourrons avoir à la fois un éclairage et puis une expérience concrète de vécu et de résilience, parce que le burn-out, comme vous le savez, le syndrome d'épuisement professionnel, est une véritable pathologie. Ce n'est pas simplement une petite fatigue, et ça peut être vraiment très douloureux à vivre. Donc, ce que l'on veut, y compris par cet échange avec vous, Anne et moi, c'est vous donner effectivement des clés pour pouvoir rebondir, pour ne pas subir, pour reprendre peut-être en main votre existence quand vous en êtes victime, ou quand vous voyez des gens autour de vous qui en sont victimes, ou tout simplement parce que vous êtes préventeur, thérapeute, et que vous avez besoin peut-être d'éclaircissement, d'éclairage. On compte sur vous aussi pour revenir vers nous par des questions pour enrichir ce propos. Alors, rapidement, moi je suis Jean-Claude Delgen, je suis président fondateur de Technologia. Technologia va accomplir ses 35 ans prochainement puisque j'ai créé l'entreprise en 89. Je suis toujours président aujourd'hui. L'équipe s'est largement renforcée depuis les premiers temps. Nous avons eu à gérer, comme vous le savez, de très grandes crises humaines, sociales, qui ont eu pour conséquence, y compris de défrayer un peu la chronique. J'en donne quelques-unes pour vous permettre de comprendre la situation que nous avons, les situations que nous avons traitées. Nous sommes par exemple occupés des grandes crises suicidaires au Technocentre Renault en 2007-2010, de la grande crise humaine chez France Télécom Orange. À ce sujet d'ailleurs, je vous invite à aller voir le film qui est sorti sur cette affaire qui s'appelle Par la fenêtre ou par la porte, qui est un film remarquable et qui montre bien les effets du management toxique. Nous nous sommes aussi occupés des suicides à la poste, etc. Enfin bon, il faut savoir que, on le verra tout à l'heure, mais le burn-out est un facteur prédictif de suicide et que dans bon nombre de cas, nous avons eu à traiter l'un et l'autre. Voilà. Donc Technologia, c'est 300 missions par an, à la fois en matière de santé, sécurité, à la fois en matière de médiation, nous sommes beaucoup de médiation, à la fois en termes y compris d'expertise au profit des élus du personnel pour pouvoir réarmer le dialogue social. Voilà, donc je laisse maintenant Anne se présenter rapidement et puis après on va rentrer sur le fond du dossier. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre invitation à toute l'équipe de Technologia et à Jean-Claude Delgen. Moi, j'ai fait un burn-out il y a 10 ans. Ça fera 10 ans au mois de janvier.
Et je suis là pour témoigner de mon expérience et surtout la partie la plus intéressante en ce sens que je m'en suis sortie, que je m'en suis servie et que je n'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Voilà, donc ça a été un parcours du combattant, je dirais, réussi, qui m'a conduit à créer les rêves de ma vie, c'est-à-dire j'avais à cœur de créer une association caritative, je l'ai fait. Et c'est un espace professionnel dans lequel je suis complètement bénévole, présidente de l'association, mais dans lequel je travaille avec beaucoup de cœur et de richesse humaine. Et puis j'ai créé également Dream Up Coaching. Voilà. Donc je suis coach professionnel, diplômé d'université, et je me suis spécialisée sur les transitions difficiles, en métissant à la fois comment dire, les apports théoriques et donc j'ai une formation de coach et différentes formations à la relation publique fragilisée, mais mon expérience est venue impacter vraiment et m'a conduit à aider. Voilà. Donc aujourd'hui, je dédie vraiment ma vie et mes valeurs à l'entraide et à l'accompagnement. Voilà. Très bien, merci Anne. Donc je vais commencer à lancer le débat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la période que nous venons de vivre avec la grande crise ouverte par la pandémie de la coronavirus a accéléré des mutations qui étaient déjà à l'œuvre dans notre société depuis pas mal d'années. En fait, ce que l'on constate, si vous voulez, c'est depuis 2007, depuis la création de ce petit jouet, smartphone, on a une accélération des rythmes et de l'intensité des rythmes sociaux dans notre société. Auparavant, nous allions au travail, nous sortions du travail, il y avait même, y compris un sas avec les transports, que ce soit transport public ou que ce soit la voiture, pour aller et se rendre au travail. Et le travail était en fait confiné dans un espace-temps, espace géographique souvent, et quelque part, on avait des temps de vie à côté qui n'étaient pas ceux du travail. Aujourd'hui, en fait, avec l'évolution électronique, nous sommes dans une situation où nous sommes connectés en permanence à notre travail. Le travail vient nous chercher. Nous sommes dans une situation, je dirais, de grande difficulté parfois, parce que même y compris durant les vacances, durant les week-ends, le soir, etc., le travail s'invite en fait là où il ne devrait pas s'inviter. Cette tension permanente, faite d'une intensité et d'une amplitude de travail, peut conduire un certain nombre d'êtres humains dans des situations très difficiles en raison, je dirais tout simplement, de l'intensité subie. L'intensité, elle est variable en fonction des entreprises, des exigences. Il faut savoir que dans les entreprises aujourd'hui, en particulier dans les grandes entreprises, on fonctionne suivant le modèle de la DPO, direction par objectif. L'entreprise est considérée comme étant un pur actif financier à part entière, ce qui signifie qu'elle doit produire le maximum, je dirais, de profit dans le minimum de temps. Je caricature à peine. Ce qui fait que, à partir de cet objectif central, on décline des objectifs à tous les étages jusqu'à l'individu et chacun doit devenir un centre de profit à lui seul. Et donc, cette programmation est doublée d'un contrôle avec des reportings permanents et il y a une pression sans cesse qui s'abat sur les individus, ce qui n'était pas le cas il y a encore 30 ans. Hein. Les moyens technologiques permettent y compris de renforcer cette pression et donc on est dans une logique où globalement les êtres humains sont amenés à donner à chaque fois le meilleur d'eux-mêmes, un peu comme des sportifs qui sont amenés à sans arrêt s'entraîner pour être au top de leur forme et parfois avec des moyens qui manquent. Alors, deux choses pour permettre de bien comprendre. La France est très en retard en matière de qualité de vie au travail. Une étude est sortie à la fin de novembre 2022, réalisée en 2021, une étude européenne qui s'appelle Eurofound. Cette étude montre que la France, sur 39 pays étudiés, alors c'est l'Europe élargie, hein, avec une étude véritablement randomisée, avec des comparaisons qui sont vraiment très précises, la France est
à la hauteur de l'Albanie en matière de conditions de travail. C'est-à-dire que 40% des Français qui travaillent dans des modalités dégradées, avec un travail très tendu, avec des moyens, avec des impératifs de temps, avec des impératifs de compétences qui sont largement insuffisants. Ce qui fait que les individus subissent de plus en plus ce travail. Il faut bien comprendre ce contexte-là pour saisir la progression du syndrome d'épuisement professionnel dans notre pays. Syndrome d'épuisement professionnel qui peut, encore une fois, être extrêmement dangereux, qui peut conduire à un AVC, un infarctus, qui peut conduire à la dépression, ou qui peut être aussi un facteur prédictif de suicide. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la crise que nous venons de rencontrer a accéléré ces mutations et a posé a permis aussi aux êtres humains de réfléchir sur la valeur travail, avec la volonté peut-être de travailler différemment. Donc, je vous renvoie, je dirais, à ce qui est écrit sur le PowerPoint, que vous pourrez bien sûr télécharger. Je ne vais pas trop m'étendre sur cet aspect-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, il y a une accélération avec une profusion de dépression et d'épuisement professionnel. La crise aurait été largement prévisible, elle ne l'a pas été. On n'a pas tenu compte, parce que la France n'a pas de culture de prévention, de tous les phénomènes d'épidémie qui étaient survenus depuis bon nombre d'années, puisque que ce soit le sida, que ce soit, je dirais, le H1N1, que ce soit la variole, l'épidémie de Ebola, etc. On savait qu'il y avait des risques et on sait qu'il y a encore des risques. On attend d'ailleurs la prochaine épidémie, mais on ne s'y consacre pas suffisamment et on s'expose à de nouveaux retours de bâton. Voilà. Donc cette épidémie a eu donc comme conséquence d'aggraver des tensions qui étaient antérieures et de favoriser des dépressions et des burn-out, avec une série de conséquences sur les êtres humains. On sait que les dépressions ont augmenté de 25% en 3 ans, ce qui est énorme pour les gens qui en sont victimes et pour notre société, ce qui suppose en fait vraiment de réfléchir pour trouver des avantages. Alors, je vais me concentrer rapidement maintenant sur la question de l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, le burn-out, est un terme est une problématique qui n'est pas récente. Déjà au Moyen-Âge, on parlait d'acédie, c'est-à-dire de fatigue neuronale, fatigue mentale, pour les moines qui recopiaient, vous savez, les parchemins, les livres, les enluminures, parce que c'était extrêmement difficile de faire ce travail-là. Et puis, en fait, après-guerre, on a vu que le burn-out touchait particulièrement les milieux du care, les milieux du soin, les milieux de l'enseignement, où il y avait beaucoup à donner pour ceux qui portaient ces métiers-là en direction, que ce soit des blessés, que ce soit en fait, je dirais, dans l'enseignement, de la transmission de connaissances. Donc, le burn-out, qui était au départ confiné dans ces métiers, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il s'est étendu à tous les métiers, quasiment à tous les métiers de la société. Et c'est ça le vrai sujet. Si ça s'était resté dans 2 secteurs ou 2 de la société, on n'aurait pas de problème. Aujourd'hui, en fait, ça touche tout le monde. Et donc, c'est une véritable pandémie, un véritable fléau. Pour vous dire, c'est véritablement la maladie du siècle qui touche particulièrement en France les gens très engagés. Alors, qu'on soit très clair, le burn-out ne concerne vraiment des gens qui ont une vision du travail et qui sont très engagés. Alors, je vais aller très rapidement, pour ne pas être trop long, vers un schéma qu'il faut vraiment retenir. C'est celui qui est sorti en 2014 d'une grosse étude que nous avons menée. Nous avions pris à l'époque 1000 cas d'épuisement professionnel. Nous les avions étudiés pour en retenir en fait cette méthodologie. Ça a donné lieu à un livre que j'ai coécrit avec 2 médecins, Bernard Morat et Agnès Martineau, 2 médecins du travail, livre qui a eu un très grand succès et qui a été d'ailleurs repris en livre de poche et qui aujourd'hui fait autorité en matière d'analyse et de diagnostic de burn-out. Alors en fait, si vous voulez, dans l'épuisement professionnel, vous avez 4 grandes phases. C'est ça qu'il faut vraiment retenir, cette grille que je vous présente. La première phase, c'est celle de l'engagement. J'ai un travail, il y a bien sûr des contraintes, mais je suis à peu près satisfait, j'ai une rémunération, participe à un collectif,
globalement, ça le fait. Voilà, donc ça, c'est la phase d'engagement où on note la présence du plaisir au travail. Le plaisir est essentiel dans le travail. Alors, bien sûr, cette phase d'engagement, elle ne concerne pas forcément, et de plaisir, elle ne concerne pas forcément les gens qui sont dans un travail très pénible. À peu près 25% de la population, il faut le savoir, travaille dans des conditions extrêmement pénibles. Si vous travaillez dans une usine d'assemblage automobile, par exemple, que vous travaillez dans un abattoir à la chaîne, sont des conditions de travail très difficiles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de plaisir, je dis que ce sont des conditions de travail très usantes. Moi-même, pour payer mes études, il y a bien longtemps, j'ai travaillé dans ces conditions-là et je peux vous dire que je m'en souviens encore plus de 40 ans après, tellement c'était compliqué, tellement c'était dur de tenir ces rythmes où on se mettait en mode robot. Voilà, donc à part cette population qu'il faut effectivement souligner malgré tout, qui est en travail pénible, globalement, quand on rentre dans un job, quand on a la chance d'avoir un job, parce qu'il y a quand même ceux qui n'ont pas de travail, hein, il faut le savoir aussi, hein, qu'on en ait un ou pas, le travail est à l'épicentre de notre vie. Hein, bien, quand on a la chance d'avoir un job, eh bien globalement, on a un certain plaisir, on a des contraintes, on a des satisfactions. Alors, où se trouve le problème? Le problème, c'est qu'on commence à se surengager au travail. Le surengagement, c'est en fait assez courant dans certaines professions. Si vous êtes par exemple fiscaliste au mois de mai-juin, lorsque vous allez faire des déclarations, ou quand vous êtes expert comptable, quand vous devez travailler pour vos clients, il y a des temporalités qui sont extrêmement exigeantes parce qu'il y a des pics d'activité qu'il faut véritablement tenir. De même, quand vous êtes hôtelier durant l'été, vous voyez, donc il y a des moments, il y a des rythmes naturels qu'il faut supporter avec une forte activité. Ce n'est pas le cas toute l'année. On sait que, en fait, ça va durer un peu de temps. On se programme l'activité durant cette période pour pouvoir après, je dirais, récupérer. Mais globalement, c'est une surtension. Et pendant cette période de surengagement, on va mettre de côté des aspects importants de notre vie. Ça peut être la vie familiale, la vie culturelle, la vie politique, associative, etc., pour ne se concentrer que sur le travail. Alors, cette période de surengagement qui, bien sûr, mêle plaisir et anxiété, elle est en fait gérable, elle n'est pas rédhibitoire. Elle permet effectivement, dans le temps, on peut la gérer dans le temps sans trop de difficultés, à la condition, bien entendu, de pouvoir avoir une vision de la sortie du tunnel. Quand on a la vision de la sortie du tunnel, que l'on sait qu'on pourra se reposer, eh bien, on arrive à gérer ces périodes de surengagement et les professionnels de ces professions que je vous ai citées le savent très bien. Le vrai problème, c'est en fait quand la période de surengagement se poursuit, que l'on est toujours dans une émission d'énergie permanente, qu'on travaille toujours dans l'urgence, que l'on est sans arrêt sollicité et que l'on n'a pas le repos nécessaire pour pouvoir se reconstituer sur le plan physiologique. C'est ça le vrai sujet. Alors, dans cette période de surengagement, on a les premiers symptômes qui apparaissent, troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles somatiques, enfin bon. Encore une fois, il suffit simplement de prendre 15 jours de vacances, un mois de vacances pour que tout ça disparaisse, même un peu de repos et ça va bien. En revanche, si ce surengagement se poursuit sur la longue durée, c'est-à-dire au-delà d'un an, 1 an et demi, on commence à être dans une situation particulièrement difficile. Alors, cette situation, elle est d'autant plus problématique que quand vous avez une combinaison de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est bien entendu l'incitation à l'engagement qui provient des exigences professionnelles de l'employeur. Et le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle le travail compulsif. Qu'est-ce que c'est que le travail compulsif? Eh bien, c'est le travail que développent les personnes qui se disent « je ne peux pas ne pas travailler beaucoup ». Je ne peux pas ne pas travailler beaucoup. Pourquoi elles se disent cela? Soit par des questions d'ambition professionnelle, je suis ingénieur, je veux réussir, je donne tout ce que je peux, soit pour des questions, et c'est souvent le cas, de crainte, d'échéance sociale. J'ai ma femme qui est au chômage, j'ai mes loyers à payer, j'ai la peur de perdre mon emploi, eh bien je développe une activité débridée, quasiment sacrificielle pour pouvoir me protéger. Et quand vous avez en fait cette combinaison d'une exigence professionnelle importante, voire démesurée, et de l'autre côté du travail compulsif
où la personne se remonte le ressort sans arrêt, quand vous avez cette combinaison des deux facteurs, là, la personne, elle est véritablement en danger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la possibilité de mettre à distance le travail. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui est en travail compulsif, mais que vous avez globalement un univers de travail bienveillant, avec un manager bienveillant, ça existe. Hein. Bon, eh bien, vous avez la possibilité, quelque part, le manager a quelque part la possibilité de dire élève le pied, repose-toi, on n'est pas non plus à 2 jours près, tu me rendras le travail plus tard. Vous voyez, donc, on peut mettre à distance ce travail. Quand vous avez une exigence professionnelle démesurée d'un côté et que vous avez quelqu'un qui est à peu près, je dirais, en accord avec lui-même, qui sait à peu près ce qu'il veut et qui sait mettre le travail à distance, bah, la personne, elle peut aussi, quelque part, relativiser les exigences professionnelles. Elle peut très bien dire à son manager, tu me demandes ce travail que tu m'as donné jeudi pour lundi, c'est un travail qui nécessite 4-5 jours de boulot, moi je te le rendrai mercredi, je ne vais pas passer tout mon week-end à travailler. Voilà, donc on peut mettre le travail à distance. Vous voyez, donc le vrai sujet, c'est la combinaison des deux, en fait, travail compulsif, travail excessif, qui peut conduire la personne à rentrer dans une troisième phase. Alors la troisième phase, c'est une phase compliquée. C'est là où en fait la personne commence à vraiment à ne plus maîtriser son activité. Alors il faut savoir qu'en phase 1 et en phase 2, la personne a conquis par son travail une très grande reconnaissance. Elle est reconnue comme étant un cadre, elle a fait un travail, elle est valorisée, elle a une nourriture narcissique, comme on dit, qui lui fait chaud au cœur. Vous voyez, bon. Et en phase 3, à travailler beaucoup, à travailler trop, elle travaille mal. Elle commence à faire des erreurs. Faisant des erreurs, elle commence à perdre la reconnaissance qu'elle avait, la nourriture narcissique qu'elle avait en phase 1 et en phase 2. Ceci est essentiel. L'individu est un animal social qui travaille en coopération, en intelligence intellectuelle, collective avec les autres. Et il a besoin de ce retour pour lui-même, pour se sentir exister, pour se sentir créer une œuvre, pour exercer sa créativité au quotidien. Et quand cette reconnaissance, quand ce retour positif des autres fait défaut, ça peut effectivement le faire vaciller. Et donc, dans la phase 3, c'est ce qui se passe. On a une situation où la personne, avec un travail débridé, commence à faire des erreurs et le management commence à lui dire « Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais habitué à mieux, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Etc. etc. » Et donc là, la personne qui a l'impression de savoir ouvert le ventre pour donner tout ce qu'elle avait à donner, elle ne comprend plus. Elle se sent violemment remise en cause. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, souvent apparaissent, je dirais, des symptômes de harcèlement. La personne évoque du harcèlement parce que ayant en fait le sentiment d'avoir tout donné, elle ne comprend pas le retour qui lui est fait. Et effectivement, le management qui devrait en fait mesurer ses effets devrait essayer de tirer la personne, je dirais, vers le haut plutôt que de l'enfoncer vers le bas. Je ne sais pas si vous connaissez le proverbe chinois qui dit que quand vous avez quelqu'un qui a de l'eau jusqu'aux épaules, vous lui tendez la main. Quand la personne a de l'eau jusqu'au cou, vous lui enfoncez la tête. Eh bien, malheureusement, on est dans cette logique où on enfonce la tête, même si les personnes sont un peu en difficulté. Et on la rabroue, on lui fait des remarques. Et là, la personne, concrètement, commence à perdre pied. Elle se dit, mais est-ce que peut-être c'est moi qui suis en tort? Peut-être que c'est moi qui ai mal fait. Et elle commence à se poser des questions, à développer ce que chacun d'entre vous connaît aujourd'hui, qui est le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'elle commence à douter d'elle-même, ce qui est extrêmement négatif du point de vue identitaire, parce qu'elle peut aller vers une crise identitaire qui peut la conduire d'ailleurs à la crise suicidaire. Donc, attention à ne pas trop se questionner, même y compris dans les questions, dans les périodes difficiles. Et puis, très souvent, je dirais, la personne dans cette difficulté, elle est amoindrie physiquement. Pourquoi? Parce que le burn-out, l'épuisement professionnel se traduit par une fatigue intense. Le corps est bien fait en général. Il suffit simplement de dormir 1 ou 2 nuits qu'on est fatigué pour se reconstituer. Mais là, quand vous êtes à ce stade-là, les symptômes sont assez graves et on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut être suivi par un thérapeute. Pourquoi? Parce que la fatigue, elle est incrustée sur le plan très profond de nos réserves physiologiques. Et 1 ou 2 journées ou même une semaine, même en dormant 10 heures par jour, ne suffisent pas à récupérer. On est vraiment dans une situation marquée. Donc, il faut vraiment
prendre les mesures, mettre le travail à distance pour vraiment remonter. Donc, vous voyez, la fatigue fait que la personne travaille mal, qu'elle est mal, je dirais, conseillée, mal managée et qu'elle peut verser dans la difficulté extrême qui est l'effondrement, la phase 4, sur lequel je vais revenir. Il faut bien comprendre la phase 3 qui est complexe avec des tas de symptômes qui peuvent survenir, cutanée, fatigue, etc. Je rentre pas trop dans le détail parce que je ne veux pas non plus approfondir, mais c'est le processus. Et le processus, c'est une combinaison à la fois je dirais, d'un sentiment d'impuissance, on fait mal son boulot, on n'y arrive plus, un sentiment d'épuisement physiologique, émotionnel, intellectuel, on est dans la confusion, on n'arrive pas à travailler d'une manière continue, on fait de multiples erreurs, etc. Là, il faut vraiment lever le pied pour se retrouver. Et je le dis, moi, à tous ceux qui sont dans cette situation-là, lever le pied parce que travailler trop, on travaille mal. Et en fait, à travailler mal, on peut se mettre en danger. La personne qui réussit sur le plan professionnel, celle qui arrive à durer dans le temps et qui arrive, bien sûr, à économiser son énergie au mieux et à l'utiliser au mieux. Alors après, quand la personne se retrouve dans cette situation-là, très souvent, ce que l'on voit, c'est qu'elle essaye de reconquérir la reconnaissance qu'elle avait en phase 1, en phase 2, et très souvent, elle se remet, elle se resserre le ressort, elle se relance dans une activité débridée et pour pouvoir essayer d'y arriver, pour pouvoir essayer de rebondir, pour essayer de se remettre d'aplomb, vous voyez. Et là, effectivement, très souvent, on va passer à la phase 4, qui est l'effondrement. Alors l'effondrement, c'est très souvent la problématique de la dépression d'épuisement, qui est différente de la dépression classique. La dépression d'épuisement, elle est mal connue aujourd'hui par les psychiatres, mais il suffit simplement de situer l'origine qui est le travail pour vraiment la traiter au mieux, sans pour autant forcément mettre sous une camisole chimique sur de longues années, de longues périodes, je dirais, les victimes de l'épuisement professionnel. Donc là-dessus, il faut être très prudent. Alors, il y a la dépression, il peut y avoir l'AVC. Il faut savoir que le stress chronique, l'hyperstress qui est à l'origine de ce burn-out, de cet épuisement professionnel, excusez-moi, est une, comment dire, l'hyperstress a été étudié. Il y a eu plusieurs études, comme par exemple celle de Interart en 2004, qui ont montré qu'il y avait 4000 décès par infarctus ou par, je dirais, AVC chaque année en France. 4000, c'est pas rien. Vous voyez, de même, les études montrent qu'il y a aujourd'hui à peu près 108 000 pathologies psychiques liées au travail dans notre pays. C'est pas moi qui le dis, c'est la commission qui étudie l'évaluation de la sous-déclaration de la branche AT-MP, accident travail maladie professionnelle, branche qui est alimentée par les fonds essentiellement versés par les employeurs, branche qui reverse chaque année une somme considérable, mais peut-être sous-estimée, à l'assurance maladie. Et pour faire ce reversement, on estime globalement les pathologies qui sont sous-déclarées et qui devraient être pris en charge par la branche AT-MP, mais qui sont en fait gérées par le régime général. Eh bien, on a 108 000 cas de pathologies psychiques, alors qu'il y en a quelques centaines qui sont reconnus chaque année en France. Je n'ai pas le temps de rentrer, peut-être ça sera dans les questions, pourquoi on est dans cette situation-là de sous-déclaration et donc de non-prévention, parce qu'on ne peut pas prévenir si on ne connaît pas, mais c'est le cas aujourd'hui, donc 108 000 personnes qui sont dans une situation extrêmement difficile, alors que quelques centaines simplement sont reconnues au titre des maladies professionnelles. Vous voyez, donc la phase 4 est très dangereuse. Elle peut conduire aussi, au-delà de l'AVC, au-delà de l'infarctus, au suicide. Nous, on a traité 154 cas de crise suicidaire au cours des dernières années, et il y avait à peu près 40%, 50% peut-être, des crises suicidaires qui étaient liées, je dirais, à un épuisement professionnel. Donc, je vais arrêter là ma présentation pour laisser la parole à Anne, puis après peut-être reprendre en fonction des questions qui seront posées, pour répondre aux questions qui seront posées, le déroulement. Voilà.
Alors, avant peut-être de laisser Anne la parole, ce qu'il faut savoir pour faire l'introduction et la transition avec elle, c'est qu'il faut éviter effectivement vraiment un retour trop rapide au travail. Le retour au travail doit se préparer d'une manière vraiment précise pour éviter de rechuter, parce que la rechute est parfois très difficile. Voilà. Excuse-moi, Anne, j'étais un peu long, mais je te laisse la parole. Ça m'a rafraîchi la mémoire et ça me rappelle ô combien être au contact avec des experts et notamment tout ce qui a pu être produit par Technologia m'a servi il y a 10 ans. J'avais été présente aux états généraux du burn-out et ce moment était très important. Enfin, du coup, je pars un peu direct comme ça, sans trop suivre le slide, mais c'est la transition. C'était très important pour moi de savoir que je n'étais pas seule, parce qu'aujourd'hui, on en parle un peu plus. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs, parfois. Mais il y a 10 ans, moi, quand j'ai fait mon burn-out, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je me suis effondrée, je ne savais pas ce que c'était. Donc, la première étape, ça a été d'aller à la cueillette d'informations. Et quand je suis tombée sur les nombres astronomiques de victimes sociales du burn-out, sur des présentations comme celles qui pouvaient être faites, sur des colloques, sur le livre dont tu as parlé tout à l'heure, que tu as écrit, enfin que vous avez écrit, ça a nourri mon besoin de reconnaissance. J'existe comme des milliers d'autres personnes existent dans une situation similaire. Donc, c'était plus mon problème, c'était un problème social. Voilà. Donc, juste pour faire la transition, ça, je pense que c'est très, très important. Donc, merci pour tout ce que tu as rappelé. Et puis, le schéma, moi, m'a permis de situer les phases de mon état, en fait. Voilà. Et alors aujourd'hui, je ne suis pas là vraiment pour, pas du tout même, pour rentrer dans les détails de ce cauchemar, parce que c'est bel et bien un cauchemar, vraiment un cauchemar. Je crois que c'est je crois le souvenir le plus mémorable, triste, immonde que j'ai dans toute ma vie. C'est bien ça. Et tout ça pour dire que 10 ans plus tard, je suis une professionnelle accomplie qui a trouvé sa vocation et qui s'est servie en fait de ce qu'elle ne voulait absolument pas pour faire exactement l'inverse de ce qu'elle voulait absolument. Et comme j'y suis arrivée, je suis contente de vous partager ça comme un message d'espoir. Je suis également une maman complètement heureuse avec un garçon dont la maman a fait un burn-out, parce que la période d'acharnement frénétique, il avait moins de 10 ans, mon fils. Et puis, ça a causé ma séparation aussi. Et puis, donc, c'était vraiment une catastrophe, cette période. Et aujourd'hui, je suis très heureuse qu'il s'en soit servi aussi comme quelque chose de constructif. Et ça a été une stratégie de maman, de camoufler, de faire comme si de rien n'était, de me lever le matin, de me maquiller, de rester conforme à l'image qu'avait mon fils à cette époque-là. Et puis j'allais pleurer dans mon coin. Mais les repas étaient faits. Enfin, j'avais une espèce d'acharnement qui continuait pour tenir bon, en fait. Et mon fils a été vraiment très support en ce sens que je voulais compenser la perte d'estime et de reconnaissance professionnelle par ne pas perdre en plus l'estime de mon fils et vraiment être pleinement dans le rôle de maman que je suis. Et puis aussi une femme amoureuse. J'ai eu la chance, je vais pas vous raconter mon histoire d'amour qui est juste extraordinaire, mais c'est dommage. Ah, c'est dommage. Il va falloir qu'on refasse un webinaire. Il va falloir qu'on refasse un webinaire. Non, c'est extraordinaire parce que c'est très, très dur pour le conjoint de comprendre. Ça l'était déjà pour moi. Donc, je ne pouvais pas en plus expliquer quelque chose dont je n'avais pas moi-même les clés. Donc, c'est vraiment un calvaire pour tout le monde. Et donc, une séparation qui on s'est remis ensemble et tout va bien. Et c'est vraiment mon âme sœur. Et quand on a la chance de trouver son âme sœur, elle ne s'en va jamais très longtemps, ou on ne la quitte jamais très longtemps, ou peut-être pour la protéger et elle-même aussi pour nous protéger. Voilà. Donc ça tout à l'heure je me suis présentée. Sachez que vous aurez mes contacts sur les slides.
Et vraiment, ce que je peux dire par rapport à ma fonction aujourd'hui, de Dream Up, c'est ne restez pas seul si vous êtes concerné, invitez les gens à ne pas rester seuls s'ils sont concernés. Et puis sur mon site, il y a un blog, je pourrais répondre si on n'a pas le temps ici, répondre sous forme d'article, ou alors même il y a vous pouvez me contacter et commander 30 minutes de coaching gratuit. C'est gratuit, c'est une demi-heure et on approfondit une question qui vous tient à cœur, par exemple. Il suffit de vous inscrire. Alors, moi, ce qui me semblait intéressant et utile de partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu la stratégie que j'ai mise en place. Alors, il va sans dire que pendant la période d'effondrement et de reconstruction résiliente, je ne pouvais pas écrire ça. Il m'a fallu du temps pour me dire tiens, en fait mon burn-out s'éloignait de moi. Je me souviens de l'anniversaire de mon burn-out. 1 an après le burn-out, c'était la fête. Il était déjà loin d'1 an. Bon, j'étais pas du tout opérationnel pour retourner travailler. J'ai été arrêté 1 an et demi en tout, mais je le voyais se dissiper. Comme à l'horizon derrière moi là, il prenait le large. Et progressivement, les années faisant, je me suis dit mais finalement, parce que les gens venaient me dire mais comment t'as fait, je sais pas moi. Et puis du coup, j'ai construit un peu, j'ai reconstruit, j'ai restitué. Comment j'ai fait en fait? Et ce que j'ai fait, j'ai tout d'abord essayé de comprendre. Et comprendre, ça veut dire se rapprocher beaucoup des soignants au départ. J'avais notamment des gros trous de mémoire, je confondais les mots, donc j'ai filé chez un neuropsychiatre, j'ai fait un diagnostic. J'étais comme ça parce que je me suis dit je vais ressortir avec un diagnostic qui va m'alarmer encore plus, mais je voulais savoir, vraiment je voulais savoir. Et puis au final, je me souviens encore, elle m'a posé la question quel est le nom du président de la République? Bon. C'était Hollande, on pouvait pas oublier quelque chose pareil, et je ne m'en souviens pas. À ce moment-là, je ne sais pas lui répondre. Alors là, je me dis, ma fille, t'es cuite, et je repars, et j'attends 20 minutes dans la salle d'attente, et je repars avec le diagnostic. Elle me dit, mais Madame Guillou, tout va bien? Tout va bien. En fait, c'était le stress, c'était la panique, c'est que on va tellement mal et je me sentais tellement pas reconnue, mes collègues ne m'appelaient pas. Enfin, c'est comme si j'ai disparu socialement comme ça du jour au lendemain. La famille s'est écartée une partie, parce que c'était peut-être trop dur ou pas compréhensible pour eux. Enfin, j'étais vraiment seule au monde. Donc, du coup, besoin de comprendre et de se rapprocher. Donc, comme je disais, de toutes les personnes qui ont l'occasion de vivre la même chose. Et puis je crois que la plus grosse partie, mais c'est pas à prendre en fait de façon linéaire, tout ça est très circulaire, on fait un peu tout en même temps finalement, mais c'était d'accepter et de me pardonner aussi, pardonner de ne pas comprendre, pardonner de ne pas m'être arrêté assez tôt alors qu'on me le disait, on me disait Anne, là c'est trop, donc ça a été vraiment là, on me voit d'ailleurs sur la photo, je suis en train de laver les pieds d'une personne sans domicile fixe. En fait, l'engagement dans l'association que j'ai créée, et avant, parce que j'ai été maraudeuse depuis longtemps, m'a permis aussi de me décentrer. Ma misère n'est pas celle des autres. Et celle des autres, en l'occurrence, quand on va prendre soin des personnes sans abri, je me suis occupée des enfants malades aussi, atteints de cancer en phase terminale. Quand on sait prendre soin de ces gens-là, et qu'on le fait bien et qu'on est reconnu pour ça, je me suis dit ok, là ça foire un petit peu à mon niveau dans mon boulot. Moi je travaillais dans la mode en plus, ça n'avait rien à voir, mais en tout cas il y a plein de choses encore que je fais bien, et ça apporte vraiment du renforcement. Et puis je me suis outillée aussi, je me suis beaucoup formée, notamment à des théories de la communication et de la thérapie, et j'ai beaucoup médité. Beaucoup méditer, ça veut dire méditer tous les jours. Après, chacun trouve se relie à ce dont il a besoin profondément. Moi, la méditation, je peux dire que la méditation m'a sauvée, au même titre que l'écriture. Tous les jours, j'écrivais pour parler à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était moi. Et puis, c'était quelqu'un d'autre. Et puis, finalement, ces mots se sont retrouvés.
dans ce que j'entendais du monde. Et puis c'est en train de devenir un livre. Et puis, quand je vous verrai dans le slide après, vous allez avoir ne vous étonnez pas, je me cite, mais c'est pas tellement que j'ai envie de me citer, c'est que ça me permet de prendre du recul. Je ne suis plus ce que je dis là, mais je l'ai dit. Et aujourd'hui, ce qui est dit là est complètement impersonnel. Quelqu'un d'autre pourrait le dire. Et c'est pour ça que ça doit devenir un livre. C'est pour envoyer un message d'espoir et dire on n'est pas tout seul. On se reconnaît dans ce que tout le monde vit finalement dans cette période-là. Bien, merci Anne. On est dans le timing, c'est super. J'espère qu'il y aura des questions. Sinon, je reprendrai sur deux, trois points qu'on n'a pas encore abordés. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on continue? Alors, un collègue qui a fait un double BO me disait, j'ironisais sur ceux qui faisaient des BO, certains que ça ne pouvait jamais m'arriver. Là, c'est plutôt en fait une remarque. Le management par objectif est ingrat, vient maintenant s'y rajouter la perte de sens au travail commercial, à quoi je sers à partir du moment où je n'ai plus aucun levier pour répondre aux attentes des clients, etc. Oui, effectivement, le sens au travail est très important. C'est bien de le souligner. Le sens au travail a en fait une triple dimension. Je tiens à le préciser. Le premier, bien sûr, c'est l'utilité sociale qu'a mon travail. Comme le disait tout à l'heure Anne, lorsqu'elle va effectivement prendre soin de personnes qui sont sans abri, hein, entre parenthèses, le nombre de sans-abri a augmenté de 30 000 de 2022 sur 2021. On est à 330 000 personnes aujourd'hui recensées comme étant sans-abri dans la 6e ou 7e puissance économique mondiale. Bon, eh bien, quand je vais prendre soin de ces personnes qui sont dans le dénuement, ça a une forte utilité sociale. Même si c'est pas forcément reconnu, mais c'est une forte utilité sociale. Vous voyez donc le sens de l'utilité sociale, premier sens. Le deuxième, c'est le sens que l'activité a pour moi. Là, par exemple, Anne, elle nous a expliqué que faire ce travail-là, ça lui permettait de se recentrer, de relativiser, y compris peut-être sa propre douleur, de se retrouver elle-même. Hein. Donc, par exemple, quand vous faites un travail, que vous apprenez, je dirais quelque chose, ça a du sens pour vous parce que vous développez vos compétences. Ok ? Donc ça, c'est effectivement. Et puis le troisième niveau de sens au travail, c'est la qualité de ce travail que je réalise. Est-ce que cette qualité de ce travail que je réalise correspond à la vision que j'en ai? Ça, c'est vraiment très important aussi. Par exemple, Anne, quand elle s'occupe de personnes qui sont en très grande difficulté, quand elle fait, je dirais, œuvre de soins vis-à-vis de ces personnes-là, œuvre d'humanité, eh bien, elle a une représentation de ce qu'il faut faire. Par exemple, le fait de développer de la compassion et de l'écoute, de l'empathie vis-à-vis de ces gens-là. Et elle les traite comme elle se représente l'acte de soin, vous voyez. Mais si, par exemple, elle ne consacrait pas de temps suffisant, un peu comme on voit aujourd'hui, nous, dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, les soignants qui sont dans l'incapacité, étant donné les contraintes organisationnelles qui leur sont imposées, les contraintes de temps, de consacrer l'humanité en fait qu'il faudrait à travers le temps suffisant pour prendre en compte les besoins des personnes traitées, vous voyez, eh bien, ça c'est, je dirais, renoncer à sa propre vision de son travail, à la qualité du travail, et là, effectivement, ce serait très douloureux. Vous voyez, donc il y a ces trois dimensions, je ne sais pas si j'ai bien expliqué dans le sens au travail pour répondre à la question. La première, l'utilité sociale. La deuxième, ce que ça m'apprend, comment ça me permet de développer mes propres qualités, mes propres compétences. Et la troisième, comment je peux me créer réellement par un travail de qualité qui correspond à ma vision, sans être en décalage. Quand ces trois dimensions-là sont réunies, eh bien le sens au travail agit vraiment et ça nous permet d'avoir un véritable plaisir au travail et ça nous permet de supporter aussi des charges de travail parfois conséquentes. Vous voyez, donc, très important, la question qui a été posée, parce qu'effectivement, aujourd'hui,
on a transformé les êtres humains essentiellement en homo economicus, c'est-à-dire simplement la fonction économique qui prime sur le reste, la rentabilité, comment dire, la productivité intense à court terme, et on a en fait détricoté tout ce qui était émotionnel. D'ailleurs, dans les entreprises aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller vers d'intégrer la question émotionnelle. Nous, on le fait en tant qu'experts parce que c'est essentiel, mais dans les entreprises, l'émotion est souvent chassée. Vous voyez, donc la question du sens est extrêmement importante et merci de l'avoir posée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aimerais des infos horaires, adresses sur la projection débat du film. Ah, ok. Alors ça, je peux pas vous dire, mais ça, on pourra vous dire plus tard. Sur le film Par la fenêtre ou par la porte de Jean-Pierre Bloch, effectivement, il est en train de se diffuser partout en France. Il est sur Paris, mais j'ai pas sur Beaumont. Il faudra qu'on regarde pour vous répondre. Je pense qu'on pourra le faire dans un deuxième temps. J'ai pas en tête les dates. J'ai pas tout en tête. Pour prévenir les cas, alors une autre question, pour prévenir les cas de burn-out, ne serait-il pas judicieux de revoir en profondeur les managements? Oui, bien sûr. Alors, ce que l'on sait, si vous voulez, sur la question du management, après je laisserai peut-être Anne répondre là-dessus, c'est que quand il y a différents types de managers déjà. Premièrement, quand vous êtes au top management, vous êtes loin des réalités humaines, vous n'êtes pas en contact avec les hommes et les femmes qui font la richesse de l'entreprise et quelque part, vous prenez des décisions qui sont essentiellement des décisions de tableau de bord, des décisions stratégiques et vous avez toute une couche de managers intermédiaires qui vous préservent de la réalité sociale. Et vous êtes donc exempté des conséquences que, en fait, vous créez par vos décisions. Hein. C'est tout le sens d'ailleurs du film de Jean-Pierre Bloch, Par la fenêtre ou par la porte, puisque la direction à l'époque de France Télécom Orange, devenue Orange en 2013, expliquait mais je ne peux pas avoir harcelé ces personnes-là vu que je ne les ai jamais rencontrées. Et c'est vrai que Lombard n'avait à l'époque pas rencontré en fait les personnes qui s'estimaient harcelées, voire incitées au suicide, et que effectivement, si on prenait la définition du harcèlement moral sur le plan du code pénal, il n'était pas coupable. Sauf que, je dirais, le tribunal de Paris, judiciaire de Paris, a considéré que justement des méthodes de management qui étaient en fait prises en cascade pouvaient être constitutives de problématiques de harcèlement parce que justement elles modifiaient les conditions de travail de telle manière anormale et elles pouvaient donc atteindre la santé, la dignité des personnels. Et donc cette notion du harcèlement managérial a été donc mis en évidence. Et aujourd'hui, que ce soit la Cour de cassation en matière civile, que ce soit, je dirais, le code pénal, la Cour d'appel a confirmé cette décision d'avoir en fait une caractérisation pour le management de le harcèlement managérial, le harcèlement systémique. Et donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on considérait que pour avoir une victime, il fallait un bourreau à proximité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nul besoin d'être en proximité de sa victime. Les conditions de travail, les méthodes de management, si elles s'écartent de la normalité, si elles sont, comme c'était le cas, toxiques, comme on l'a vu chez France Télécom, peuvent être caractérisées comme étant du harcèlement managérial. Et donc, c'est très important. Alors, au-delà de la réglementation, ce que l'on sait, c'est que, effectivement, quand vous avez un management bienveillant avec des gens humains, les choses se passent mieux, même si vous avez la DPO, même si vous avez ce carcan du reporting. Eh bien, quand vous avez des gens qui sont avec une certaine humanité, qui ont d'ailleurs traversé des souffrances eux-mêmes, les choses se passent mieux. Le vrai problème, c'est quand vous avez en fait la combinaison d'un management maltraitant, vertical, et que vous avez en fait des objectifs astreignants à tenir, parfois dans des périodes de difficultés économiques. Le vrai sujet, c'est la formation des élites en France qu'on ne retrouve pas à l'étranger,
hein. Moi, j'ai beaucoup étudié des comparaisons, on n'a pas le temps d'en parler, mais en fait, en France, vous avez un type de management, ce que j'appelle le management plaidoyer. Qu'est-ce que c'est que le management plaidoyer? Ce sont les gens qui vous disent, très clairement, j'ai tout compris, je vous explique, vous comprenez, vous appliquez et je contrôle. Et qui ne laissent aucune chance à l'échange, au changement partagé, au changement participatif, à une intégration des points de vue des uns et des autres. Ça tombe, c'est vertical, ça doit se passer comme ça et c'est contrôlé. Et voyez, ça c'est en fait le résultat de la formation des élites à la française qui ont tout vu, qui ont tout connu, qui imposent et ce qui aboutit à des conséquences parfois extrêmement délicates, extrêmement difficiles pour ceux qui subissent cette oppression sans pouvoir, je dirais, faire preuve de créativité ou de suggestion. Vous voyez, aujourd'hui, le bon management, c'est celui qui est au milieu des équipes, celui qui anime, qui comprend, celui qui est en fait capable de motiver, y compris par son exemplarité. Or, on est très loin du compte en France sur ce plan-là. Alors, je vais reprendre peut-être d'autres questions. Si Anne, tu veux compléter, vas-y, hein, n'hésite pas. Oui, tout à fait. Alors, en fait, sur la slide présente, là, vous voyez que c'est marqué burn-out. Moi, j'ai une question, alors je ne sais plus où elle est, mais c'est quelqu'un. Ah voilà, c'est là. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à donner le coup de pied qui nous en fait sortir du burn-out? Comment aider des personnes que je vois au bord du gouffre, que je vois au bord, et qui pensent être en capacité de gérer encore et glissent doucement, merci. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à donner le coup de pied? Moi, j'ai appelé ça le burn-out, en fait. Alors, on peut regarder le fléau. C'est pas dans cet espace-là où va s'opérer une résilience créative pour soi ou celle qu'on va inviter où on va avoir envie de contribuer pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment en rétrécissant vraiment la perspective et en se resituant au cœur de ce fléau et en étant en étant le plus possible dans l'instant présent. Vous avez un collègue qui souffre au bureau, plutôt que de dire ou d'imaginer ouais, il a pas fait, qu'est-ce qui lui arrive en ce moment et tout, dire je sais pas, qu'est-ce qui t'arrive, je vois que tu es pas comme d'habitude, tu veux qu'on en parle. C'est vraiment essayer de se rapprocher des personnes qui souffrent et de les comprendre, parce qu'on sait que c'est inhabituel. Au fond du fond, on sait que ça ne leur ressemble pas. Et puis, quand on est concerné soi-même, je veux bien qu'on aille sur la slide suivante. Je crois que c'est la 20. Moi, j'ai pas la main. Attends, celle-là. Voilà, celle-là. Le burn-out, en fait, c'est moi ce que j'ai appelé renaître, en fait. Renaître, mais pas de n'importe quoi, renaître après un burn-out. Et en fait, je pense que mes solutions en tout cas, celles qui se sont imposées à moi, je dirais, hein, c'est en fait, elles se trouvent dans le recueil dans le méli-mélo de mots, par exemple, que j'ai fait, mais chacun peut le faire à sa sauce. Hein. C'est l'amour, c'est ses proches, c'est même si on est un peu fermé, c'est être avec quelqu'un qui va comprendre ça et puis aller vraiment chercher du soutien là où c'est. Et puis c'est aussi encourager vraiment moi quand je dis c'est ma plus belle expérience d'amour, ça m'a emmené tellement bas que ça m'a permis de rebondir très très haut aussi. Ouais. Voilà. Alors, on va prendre une autre question. Alors, sous-déclaration. Alors, la question très intéressante qui est posée, là, la sous-déclaration pour des questions de coût. Alors, je vais revenir là-dessus parce que vraiment, je voulais l'aborder. Nous avons en France un système qui renforce les problématiques de pathologie psychique. Je vais expliquer. Quand quelqu'un s'estime victime d'un surengagement au travail, d'un burn-out, en fait, d'un épuisement professionnel, lorsqu'il veut se faire reconnaître au titre des maladies professionnelles, il rentre dans une très grande difficulté. Alors, pourquoi déjà se faire reconnaître au titre des maladies professionnelles? C'est une question. Bon, eh bien, en fait, quand vous êtes victime, si vous êtes reconnu, tous vos frais hospitaliers, vos frais médicaux sont pris en charge par l'assurance maladie. Si vous êtes reconnu,
et que vous avez des conséquences sur le long terme, ce qui arrive très souvent, parfois des personnes victimes de burn-out ne peuvent pas se reconstruire comme l'a fait Anne et vont être pendant des années dans une situation de désinsertion vitale même pour elles. Hein. Vous voyez, donc, il est très important de pouvoir être caractérisé sur le plan médical et pris en charge, parfois de toucher une rente lorsque ça arrive. Vous pouvez avoir d'autres conséquences qui peuvent être le suicide, ou la tentative de suicide qui vous laisse des séquelles. Donc, la reconnaissance au titre des maladies professionnelles aussi vous permet d'avoir des indemnités journalières plus conséquentes que celles que vous auriez au titre de l'assurance maladie. Donc ça, c'est aussi très important. Et ces indemnités journalières, elles ne sont pas temporalisées, elles ne s'arrêtent pas dans le temps. Elles durent durant la maladie, alors que les IJ, en général, versées par l'assurance maladie régime général, s'arrêtent au bout de 6 mois. Quand vous êtes en maladie professionnelle, les indemnités journalières ne sont pas bornées dans le temps. Ouais, tout ça fait qu'il y a un grand intérêt pour les victimes à être reconnues au titre des maladies professionnelles. Sauf que c'est très compliqué d'être reconnu au titre des maladies professionnelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour être reconnu, il n'y a pas de tableau de maladies professionnelles. Les tableaux de maladies professionnelles, vous savez ce que c'est? Ce sont des tableaux qui permettent de situer rapidement, sans avoir besoin de faire un énorme dossier, la pathologie pour la faire prendre en charge. Ces tableaux sont apparus, je dirais, avec ce qu'on appelle le saturnisme au début du XXe siècle, c'est-à-dire que c'était en fait des personnes qui étaient victimes dans leur travail des conséquences de la peinture au plomb et qui développaient des symptômes qui étaient assez facilement reconnaissables. Et donc, à un moment donné, vous aviez des milliers de cas et vous aviez toujours la même pathologie qui apparaissait avec les mêmes symptômes. On a décidé de faire un tableau pour simplifier le traitement administratif de ces cas-là, et donc on a créé ces tableaux pour reconnaître plus facilement les gens. Vous voyez, eh bien, ça, le tableau des pathologies psychiques, ça n'existe pas. Bon, ça n'existe pas. Donc, il faut passer par les comités de reconnaissance des maladies professionnelles au niveau régional. Les comités instruisent les dossiers qui sont déposés par les victimes à 2 conditions. La première, c'est que la pathologie évoquée par la victime soit en liaison avec le travail. Bon, ça, c'est assez facile à démontrer. En revanche, la seconde demande pour instruire le dossier est d'avoir un taux d'IPP de 25%. L'IPP, c'est la capacité permanente professionnelle. Si vous avez un taux égal à 25%, vous pouvez instruire le dossier. Si vous êtes en dessous de 25%, vous ne pouvez pas instruire le dossier. C'est-à-dire que globalement, on vous dit, vous n'êtes pas suffisamment malade pour pouvoir instruire votre dossier. En clair, quand vous avez une dépression d'épuisement aujourd'hui, vous êtes à 10, voire 15% d'IPP. Pour pouvoir être à 25% d'IPP, il faut être avec une crise suicidaire, une tentative de suicide avec des séquelles. Vous voyez donc, en fait, très clairement, vous avez une situation où on a mis les radars tellement haut que les personnes ne peuvent pas être reconnues. Et on leur dit, circulez, vous n'êtes pas assez malade, allez voir ailleurs, renforçant leur mal-être parce qu'elles ne sont pas reconnues. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple pour comprendre. La Suède. La Suède est un pays qui a le même système de reconnaissance, comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, que nous. Sauf qu'en Suède, il n'y a pas de SAS limitatif à l'entrée. On accepte tous les dossiers, les gens sont reconnus ou pas au final, mais ils sont déjà considérés dans leur demande. Tandis que là, nous, en France, non, on les rejette. Et donc, ces gens-là vont dans le néant et ça renforce leur mal-être parce qu'ils considèrent qu'ils ont été victimes et on ne reconnaît pas cette dimension-là. Vous voyez, donc, moi, j'ai milité, j'ai pendant des années pour améliorer la reconnaissance de ces pathologies. Je l'ai dit, il y a à peu près 108 000 pathologies psychiques en France chaque année. Je répète aussi que pour contourner ce verrou à l'entrée dans l'instruction des comités régionaux, en fait, on a un détournement de la procédure des accidents du travail, puisque nous avons aujourd'hui 28 000 accidents du travail d'origine psychique qui sont déclarés chaque année en France. 28 000. C'est-à-dire que globalement, on considère que grâce aux médecins du travail qui, en fait, aident aussi à cela, on considère qu'il y a eu un événement soudain. Souvent, c'est une prise de tête. Souvent, il y a des problèmes relationnels et que cet accident soudain, ça peut être un évanouissement, etc., permet de caractériser un accident du travail pour permettre à la victime d'être reconnue sur le plan de la branche AT-MP qui est financée
essentiellement par les employeurs. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ça. Il y a un détournement. Mais cette sous-déclaration des maladies professionnelles, bien sûr, interdit aux gens d'être reconnus, mais elle interdit aussi une véritable prévention. Pourquoi? Parce que quand vous avez une maladie professionnelle qui est déclarée et reconnue, ou même un accident du travail d'origine psychique qui est reconnu, eh bien, vous pouvez inscrire cela dans le document unique de prévention des risques professionnels, qui est obligatoire depuis le 5 novembre 2001, application le 8 novembre 2002. Ce décret oblige les employeurs donc à évaluer les risques professionnels pour garantir la santé et la sécurité des salariés qu'ils emploient. Vous voyez, donc là, vous avez une traçabilité. Hein, et donc, il y a certaines sociétés, par exemple, qui chaque année ont 5, 6, 7% de leur effectif qui partent en burn-out. Et ça continue, et voilà, on presse les gens comme des citrons. Ces gens-là tombent malades, ils sont à la charge de l'assurance maladie. Ça se traduit d'ailleurs par une envolée de l'absentéisme de longue durée. Regardez par exemple il faut savoir que l'absentéisme de longue durée, aujourd'hui, qui se concentre sur 4 à 5% de la population active, eh bien, ça concerne aujourd'hui à peu près la moitié de l'absentéisme global. Alors, vous avez donc des conséquences pour la société, puisque le régime général doit assumer, puisque la branche AT-MP ne finance pas cette reconnaissance. Et deuxième aspect très important, c'est qu'il n'y a pas de débat non plus au sein des entreprises entre les élus du personnel, entre le service santé au travail et les dirigeants. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un part en burn-out, qu'il n'est pas reconnu, les dirigeants vous disent, mais attendez, non, il était fragile, il s'était disputé avec sa femme, il y avait des problèmes avec sa famille, etc., etc. On explique que ces gens-là les victimes sont en fait fragiles intrinsèquement, alors qu'ils ont été en fait malmenés, fragilisés. Et donc, on n'a pas de débat. Secret médical, vous comprenez, on ne peut pas. C'est du ressort de la médecine, de l'individualité, RGPP, etc., etc. Or, quand vous avez une maladie professionnelle, voire un accident du travail d'origine psychique reconnu, on doit avoir au sein des instances des CSE ou des commissions en fait de prévention le débat. Pourquoi il y a eu ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on en tire les conséquences? Comment on évite que d'autres personnes ne soient victimes? Voilà pourquoi moi je milite pour abaisser le seuil d'instruction des dossiers de 25 à 10%. Ce combat-là, on l'a mené avec une centaine de députés, mais avant 2017. Il y a même eu une commission qui a été mandatée suite à la réunion qu'on avait faite à l'Assemblée nationale où il y avait une centaine de députés qui étaient présents. Il y a une commission parlementaire qui a été animée par Gérard Sebaoun, député de Franconville, et puis Yves Sancy, député de l'Aveyron, qui ont remis un rapport et qui proposait cet abaissement de 25 à 10%. Bon, entre-temps, il y a eu des changements législatifs, une chambre est apparue, et cet abaissement qui est vraiment indispensable de 25 à 10% n'a pas pu voir le jour. Mais le jour où on abaissera de 25 à 10, on pourra reconnaître beaucoup plus facilement, y compris les dépressions d'épuisement, et y compris, on arrêtera de socialiser les pertes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le système, il est tel que les gens sont poussés à bout, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Quand ils flanchent, ils sont pris en charge par la collectivité. Il faudrait que, en fait, et très clairement, si on veut faire œuvre de prévention, il faut que les coûts indirects de cette stratégie qui conduit par un mauvais management, par un surengagement, etc., que ces coûts indirects soient assumés par ceux qui profitent de cette activité, c'est-à-dire les employeurs qui conduisent, je dirais. Alors, encore une fois, globalement, ce malus serait très utile. Pourquoi? Parce que ça concerne à peu près un tiers des entreprises. Globalement, le travail se passe bien dans une très grande majorité des entreprises, mais vous avez des gens qui sont très pourvoyeurs dans certains secteurs d'épuisement professionnel. Et c'est là où il faut redresser, et c'est là où il faut renchérir. Le jour où les dirigeants du top, les top managers verront qu'ils ont des coûts à supporter, parce que quand, en fait, on est reconnu au niveau de la branche AT-MP, eh bien, ça renchérit le taux de cotisation de l'employeur. Et donc, si vous avez des cas qui reviennent sans arrêt parce qu'il y a un management vertical, horizontal, délétère, eh bien, quand vous aurez ces coûts qui apparaîtront dans le cockpit des dirigeants, il faudra que ça changera. Ça va changer. Ça va changer sur deux choses. Premièrement, sur l'aspect bienveillance,
parce que les gens diront on ne peut pas continuer à être trop dur, trop vertical, il faut faire preuve de bienveillance, sinon on va avoir une envolée des burn-out, et puis il y aura un meilleur traitement au plus près du terrain parce que les gens prendront leurs responsabilités en dialectique, les élus du personnel, les services de santé au travail, on aura l'information sur ce qui s'est passé pour pouvoir vraiment prévenir. Vous voyez, donc, tout ce débat-là est très compliqué, mais si on n'a pas une véritable, traçabilité, si on ne peut pas favoriser la reconnaissance, eh bien, on ne peut pas vraiment prévenir. Et en fait, les situations, elles perdurent dans le temps et il faut vraiment prendre les mesures pour que les choses changent. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais j'ai préféré le dire. Alors, la fausse autonomie, bon, effectivement, quelqu'un fait état qu'il y a le management par objectif, mais il y a une fausse... Oui, tout le management, mais ça, c'est... il y a le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski l'a repris, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez, pour pouvoir conduire les hommes, il faut effectivement faire en sorte qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire que les uns et les autres s'approprient les objectifs déployés de l'employeur. Et effectivement, on peut considérer que c'est une fausse autonomie. C'est un débat. La question, on est un peu loin du sujet, mais c'est vrai que ça peut être un débat. Je suis pour, moi, que les êtres humains aient le maximum de latitude décisionnelle, ce qui ne les empêche pas de réfléchir. Alors après, j'avance. Il y a énormément de questions. Mon médecin n'a jamais caractérisé comme tel et reconnu ma maladie pro à mon premier an. Il a fallu que je donne pour lui prouver que j'étais dans ce cas. Oui, le vrai problème, c'est effectivement que souvent, les médecins ne sont pas forcément formés, même les psychiatres. Alors nous, on travaille avec des psychiatres lorsque nous avons des gens à prendre en charge, parce que parfois, il faut vraiment secourir, voire même, encadrer de manière thérapeutique pour éviter des passages à l'acte suicidaire. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, d'autres questions, j'avance. En France, les managers sont recrutés sur leurs compétences techniques, ce sont des sachants, mais cela ne les qualifie absolument pas pour gérer le côté humain. Oui, tout à fait. Là, on l'a vu tout à l'heure déjà. C'est un vrai sujet. C'est effectivement ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences de management, l'empathie, la compassion, l'entraînement, l'enthousiasme, etc. Tout ça, en France, n'est pas du tout enseigné. Il faut savoir que jusque au rapport de William Dabb en 89, on n'enseignait pas dans les grandes écoles ce que c'était qu'un CHSCT. Il a fallu attendre des années pour qu'on puisse revenir sur la problématique, je dirais, sur ces problématiques-là. Aujourd'hui, la première école de management en France, à l'INSEAD, par exemple, réintègre ce qui se fait depuis des années dans d'autres, comme à Harvard, aux États-Unis, où ces questions sont essentielles. Les questions, c'est que l'homme est un être avant tout, l'homme ou la femme, bien entendu, je parle génériquement, est un être, un animal humain parmi les humains. Et donc, la notion d'empathie, de considération, de respect, la notion, je dirais, d'accompagnement dans l'effort, de soutenance, tous ces éléments-là sont essentiels pour permettre vraiment d'avoir un collectif vivant. Et quand le collectif est vivant, quand vous avez un collectif fort, vous avez beaucoup moins de problèmes. Le vrai sujet, il est là, c'est que très souvent aussi, Anne l'a bien dit tout à l'heure, l'individu est isolé dans son effort. L'individu est même parfois mis en concurrence avec d'autres. Et donc, cet effort dans l'isolement, dans la solitude, parfois en rencontrant des difficultés, peut conduire vraiment à des problèmes très graves de remise en question personnelle, de difficultés à surmonter, etc. Et donc, anéantir la sécurité, le sentiment de sécurité que l'être humain a. Alors, on a encore le temps peut-être de prendre quelques... Par rapport à la reconnaissance, moi, je voudrais peut-être ajouter quelque chose, parce que cette reconnaissance institutionnelle dont on parle, moi, pour avoir fait un prud'homme et demandé cette reconnaissance, c'est énormément de travail pour pas beaucoup de résultats souvent. Et puis, c'est très exigeant quand on est déjà en situation d'épuisement professionnel, faire des dossiers, voilà. Mais c'est pas, et heureusement, enfin, mieux vaut savoir que le combat n'est pas simple. Comme ça, ça c'est fait. Mais par contre, la reconnaissance, elle vient aussi d'ailleurs. Et je pense que si on se resitue dans une sphère plus petite, là, on peut obtenir de la reconnaissance de ses proches,
La reconnaissance de soi-même, hein, parce que plus enfin moi je me souviens que l'estime de soi, elle se reconsolide. Les personnes qui ont fait des burn-out aujourd'hui, on le sait, et c'est Patrick Vivray qui dit que ce sont les personnes les plus à même d'être des acteurs de changement social de demain. Donc c'est pas on peut retrouver une confiance et une reconnaissance en rencontrant des gens, en étant accompagné, en construisant son histoire. Et moi, j'ai créé ma boîte, j'ai créé mon asso, j'ai retrouvé confiance et j'ai fait juste ce que j'avais envie de faire. Donc, attendre d'une reconnaissance, que l'évolution fasse, qu'un jour on soit plus facilement reconnu socialement, enfin voilà. Je crois qu'il va falloir patienter encore beaucoup. Donc, en attendant, reconquérir sa propre estime de soi, il y a plein de façons de l'obtenir et c'est possible. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, il y a de nombreuses questions hein, sur, je dirais, la question de la formation. Effectivement, il y a un besoin de formation énorme sur ces sujets-là qui sont malheureusement banalisés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand un problème survient, vous avez en fait, je dirais, le risque pour l'employeur de se voir, comment dire, mis en cause du point de vue de sa responsabilité. L'employeur a une obligation de déployer des moyens renforcés pour garantir la santé et la sécurité de ses employés, employeurs publics ou privés. Donc, déployer des moyens renforcés, ça veut dire aussi prendre toutes les mesures de formation et de prise en compte lorsqu'un problème survient pour éviter que la situation ne devienne problématique. Or, très souvent, quand un problème survient, pour éviter cette mise en cause de sa responsabilité, l'employeur va être dans le déni. Et ça, c'est très mauvais. Alors, pour pouvoir dénouer le déni, il est absolument indispensable que les représentants du personnel puissent se former, bien sûr, à la découverte de ces phénomènes, mieux les comprendre, et puis faire en sorte d'avoir les bonnes clés pour questionner, pour amener le sujet. Et c'est vrai, c'est été dit dans les questions que on est aujourd'hui dans une difficulté, c'est que on a perdu depuis 2017 énormément de personnes avec les ordonnances qui ont été mises en place sur le travail, qui étaient formées depuis une trentaine d'années à ces questions-là, puisque en fait les CSE se sont mis en place dans la continuité des comités d'entreprise et les membres qui étaient dans les DP et surtout dans les CHSCT, en général, n'ont pas été vraiment dans les nouvelles équipes qui ont pris la relève. Et donc, on a perdu à peu près entre un tiers en fait de délégués du personnel qui avaient été formés depuis 82 à la problématique de la santé au travail. Et ça, c'est une grande perte que l'on ne doit pas sous-estimer. Aujourd'hui, les CSE ont des difficultés là où ils sont parce qu'ils sont polyvalents, ils doivent assumer toutes les tâches, à la fois économiques, activités sociales, santé, sécurité, et c'est compliqué parce que, tout simplement, ils ne sont pas forcément assez nombreux, ils ne sont plus spécialisés et donc ils ont du mal à vraiment faire face à toutes les obligations qui leur reviennent. Et je le dis, malheureusement, il faudra peut-être revoir, c'est le sens d'ailleurs des 2 rapports de France Stratégie, les ordonnances de septembre 2017 pour redonner véritablement leur place, redonner sa place à la prévention pour éviter, parce que en fait, tous ces phénomènes, ça a été dit aussi dans les questions que j'ai lues, ça a un coût pour l'entreprise. Bien sûr que ça a un coût pour l'entreprise. Il y a le coût de productivité directe. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, dernièrement, d'une grande entreprise où le numéro 4 de l'entreprise, qui était responsable de la marque de l'entreprise, est parti en burn-out pendant 1 an. Impossible de le contacter, il répondait à aucune demande, à aucun message, etc. Donc, vous vous rendez compte la désorganisation derrière que ça suppose. Donc, il y a bien sûr qu'il y a des coûts. Le problème, c'est que aujourd'hui, l'autoroute qui est prise en matière de productivité, c'est celle de la DPO, comme je l'ai expliqué, c'est celle de la pression, c'est celle du controlling, c'est celle du reporting, c'est cette autoroute qui est privilégiée. Alors, cette autoroute, elle est extrêmement rentable parce qu'elle s'applique sur des milliers de gens, mais elle laisse de côté un certain nombre de personnes qui sont, eux, victimes, je dirais, d'un rythme effréné qu'on leur impose,
ou que l'on est incapable, je dirais, de réprimer chez elles, étant donné la culture du surengagement. Donc, une des premières mesures à prendre dans les entreprises, c'est de vraiment cultiver le bien-être au travail en évitant le surengagement, en permettant aux êtres humains d'être extrêmement productifs par leur créativité, par leur engagement, par leur épanouissement. Le stress, l'hyperstress ne conduit qu'à l'appauvrissement. Les individus se copient les uns les autres, dans un engagement, je dirais, complètement fou, mais ça ne leur permet pas forcément d'être créatifs au sens noble du terme. Et donc, il faut revoir nos méthodes de management en favorisant le management bienveillant, en permettant aux êtres humains d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des richesses capables de produire d'une manière individuelle et collective, dans une ambiance relationnelle revisitée. Et c'est ça l'intérêt. Alors, je crois qu'on a presque dépassé le temps. Je regarde s'il y a encore… Oui, donc, effectivement, l'employeur peut refuser certaines inscriptions dans le DURP, mais les élus du personnel peuvent très bien, je dirais, prendre leurs responsabilités, l'exiger par rapport à leurs obligations en faisant des constats précis. Et ils peuvent aussi, de ce point de vue-là, s'il y a une différence entre un écart trop important entre leur demande et ce qui est écrit dans le DURP, le signaler à l'inspection du travail. L'inspection du travail, de ce point de vue-là, a un rôle à jouer pour pouvoir effectivement permettre une régulation. Alors, il y a une question là, elle est un peu longue. Oui, la question du burn-out est essentielle en matière d'absentéisme. Je le disais tout à l'heure, mais la moyenne d'un arrêt pour un burn-out, c'est 9 mois. Vous voyez, 9 mois. Les arrêts longs en absentéisme, c'est 6 mois. Ce qui fait qu'en fait, ces pathologies, avec l'explosion aujourd'hui que nous avons, qui n'est en fait pas du tout, comment dire, régulée par les pouvoirs publics, fait qu'on a une progression de l'absentéisme au travail considérable. Encore une fois, les victimes sont les premières à pâtir de cela, hein, mais ça a des incidences économiques pour la collectivité. Et encore une fois, c'est la branche l'assurance générale, le régime général qui assume la très très grande partie des coûts. Voilà, donc il faut revenir à une situation plus posée, avec un management plus bienveillant, permettre après chaque pic d'activité intense des phases de récupération, considérer les individus, leur permettre d'évoluer dans un univers moins stressant. Hein, c'est encore une fois, le stress chronique, l'hyperstress conduisent au burn-out, qui est la phase finale. Donc, il faut revenir là-dessus. Je vous renvoie donc comment dire, à la grille que nous avions en fait, commenté tout à l'heure. Je pense qu'on a à peu près traité toutes les questions. Vous pouvez aussi, hein, je tenais à le dire, dans les endroits où vous avez des CSE, demander à recourir à un expert permettant donc à un tiers préventeur de libérer la parole. Hein. Quand l'expert, comment dire, intervient, il garantit la confidentialité de toutes les personnalités qui sont, je dirais, dans l'entreprise, qui peuvent être entretenues. Au cours de ces entretiens, donc, en garantissant la confidentialité, il remonte par la liberté d'expression des uns et des autres, je dirais la vérité en fait. Et il peut à partir de là faire des recommandations. En cela, le tiers expert, l'expert préventeur, Technologia ou d'autres, sont essentiels. Alors, il vaut mieux prendre des experts qui soient habilités par le ministère du Travail, hein, mais donc ou qui ont une grande expérience de ces situations-là, parce que quand vous avez quelqu'un qui est en épuisement professionnel, s'il est extrêmement fragile, il peut faire une décompensation, il peut être en difficulté, et ça peut effectivement, s'il n'est pas traité par un vrai professionnel, ça peut ajouter des problèmes là où il ne faut pas en ajouter. Vous voyez, mais donc l'expert, le tiers préventeur, peut vraiment assainir les situations et poser des questions de responsabilité, que ce soit, je dirais, en matière de prévention, que ce soit en matière de management, et il peut vraiment inciter à mettre en place des plans d'action. C'est ce qu'il faut faire pour éviter justement que des situations délétères ne durent, parce que plus le temps ne fait rien à l'affaire, plus la situation délétère dure et plus les gens peuvent être en danger, en risque, parce qu'ils subissent. Et quand le travail va mal, vous le savez,
on en fait vite une maladie. Anne, et je terminerai là-dessus, l'a très bien expliqué. Son couple a failli y passer du fait de ce burn-out. On ne compte pas le nombre de divorces, le nombre de familles détruites par des tensions au travail insurmontables et qui ont conduit les individus à s'abîmer au travail. Mais quand le travail va mal, on en fait vite une maladie et on en fait vite aussi des problèmes au niveau personnel. Alors parfois, je dirais, la dimension personnelle et familiale permet de surmonter les problèmes au travail, mais parfois pas. Et on a, je dirais, peut-être une courbe à faire entre la montée des burn-out dans notre pays, pour ceux qui travaillent, et la montée des divorces et des séparations. Parce qu'effectivement, moi je vois souvent, dernièrement j'ai encore vu le cas, où l'un et l'autre travaillent intensément, et non, tu t'occupes des enfants, c'était moi je dois finir mon rapport. Ah non, non, c'est à toi de t'en occuper, c'était moi hier. Chacun se refile les enfants parce que chacun est avec des exigences professionnelles démesurées et chacun doit se consacrer à son travail alors qu'effectivement, il y a des valeurs de fond qui sont, je dirais bien sûr, la prise en charge des enfants qui sont négligées. Et au final, bien sûr, à un moment donné, ça vrille et ça va dans le fossé. Vous voyez, donc la question, je dirais, plus globale, parce que l'individu ne se coupe pas en silo, l'individu c'est un tout. Et donc, tout cela, il faut vraiment y réfléchir pour retrouver des équilibres entre la vie privée la vie professionnelle et mettre le travail à sa place pour pouvoir vraiment profiter de la vie. Voilà. Donc, je laisse la parole à Anne pour la dernière parole et puis on va effectivement après rendre l'antenne, comme disent les uns et les autres. Oui, merci. Simplement rajouter qu'on n'est pas, nous ne sommes pas que des acteurs économiques, des maillons d'une chaîne à pourvoir du travail, que le travail, c'est bien un processus créatif qu'on a dans les tripes, que créer fait partie de notre nature profonde et que faire créer des belles choses, des bonnes choses, utiles et saines, c'est bien ça qui rend heureux et que le sens au travail, il est optimal quand on aime et enfin, je ne sais pas si on a le temps, ça dure quelques secondes de passer la petite vidéo là de l'abbé Pierre, mais je pense que c'est vraiment regarder ça à sa propre échelle et de dire comment je fais pour me lever heureux le matin et me coucher heureux le soir. Voilà, c'est l'objectif qui nous permet de vérifier qu'on est heureux au travail, quoi qu'on fasse. Alors, on va rendre l'antenne parce qu'on est déjà en dépassement du temps supplémentaire qui nous est accordé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à revenir vers nous, à faire communauté, comme on dit. On essaierait de répondre à vos questions au mieux. On n'a pas pu répondre à toutes les questions parce qu'elles sont trop nombreuses. Mais bon, je pense qu'on a abordé les différents points qu'il fallait traiter, à savoir le phénomène de burn-out, d'épuisement professionnel, sa prise en charge, et puis effectivement les problèmes de fond qui sont ceux de sa reconnaissance et de sa prévention. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.